merci déjà de nous permettre à toute l'équipe d'Osirisque de présenter ce travail que l'on fait, là, que l'on mène d'abord sous forme de projet, puis ensuite sous la forme de réalisation effective d'un observatoire. Donc ici, l'idée, c'est de présenter Osirisque avec les différentes composantes, en tout cas les différents éléments que l'on essaie d'intégrer dans cet observatoire. Et pour cette présentation, en fait, je vais faire des choses que l'on a pu présenter par ailleurs, mais qui sont pour nous les éléments qui nous semblent importants, en tout cas, à mettre en évidence dans le cadre des activités que l'on a dans cet observatoire. Et donc, je vous présenterai tout d'abord les missions que l'on s'est données pour l'observation intégrée des risques côtiers. La manière par laquelle on a développé des méthodes et des techniques pour suivre les trajectoires de vulnérabilité de ces territoires littoraux aux risques côtiers, et puis ensuite des outils de sensibilisation et de formation que l'on a, parce qu'on travaille beaucoup avec les gestionnaires, et puis la manière par laquelle on met à disposition les données que l'on produit, et puis enfin je terminerai en concluant et en ouvrant justement la discussion possible, en tout cas selon nous, sur les méthodes que l'on utilise et la manière par laquelle elles peuvent être transposer éventuellement, enfin c'est des choses à discuter, vers d'autres types de données qui peuvent être collectées sur le littoral ou les territoires côtiers. Donc voilà, donc, premier point qui concerne cet observatoire, eh bien c'est ces missions de l'observatoire côtier Osirisque, avec une première chose qui est de décrire un petit peu qui nous sommes, à savoir qu'on est une équipe, alors c'est très variable d'une année à l'autre, on va dire, quelquefois d'un mois à un autre, d'une dizaine à une vingtaine d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, d'ingénieurs. Il y a aussi beaucoup de doctorants et beaucoup de stagiaires qui sont diversement impliqués dans la réalisation de cet observatoire, à différents niveaux d'ailleurs. Vous avez quelques noms qui sont donnés ici, mais ce n'est pas exhaustif évidemment. Et puis, ce qui nous caractérise, c'est surtout cette volonté et cette nécessité, de toute façon, de travaux menés en interdisciplinarité, donc au sein de l'IEM et de l'UBO, avec 4 laboratoires porteurs, on va dire, de cette aventure, qui sont le laboratoire AMUR, Géosciences Océan, LETG, et le laboratoire, alors, qui est en fac Ségalin, de psychologie, donc le LP3C, et notamment toute la partie psychologie environnementale. Derrière cet observatoire, il y a aussi une expérience de longue date qui a été menée à travers de différents projets qui sont listés depuis 2001 jusqu'à nos jours, qui ont tous cherché à essayer de comprendre et évaluer les risques côtiers et la manière par laquelle ils étaient gérés. Alors, dans cet objectif, eh bien, on a monté cet observatoire Osirisque, donc, qui est un observatoire scientifique qui tente de faire des suivis de trajectoires à long terme de la vulnérabilité des territoires côtiers, donc au risque d'érosion et de submersion. Il est appliqué essentiellement à la Bretagne, mais on verra par la suite qu'il est en passe d'être transposé sur d'autres territoires. Et donc, ce que l'on fait, c'est bien sûr du suivi de l'évolution du trait de côte et des submersions, qui sont les 2 aléas que l'on suit dans le cadre de ces risques. Et puis derrière, parce que l'on sait que ce n'est pas la seule composante qu'il faut avoir en tête quand on parle de risque côtier, eh bien, il y a aussi toute cette évaluation et les suivis que l'on mène sur les enjeux exposés, sur les modes de gestion qui sont mis en œuvre, et puis tout ce qui est dans les représentations sociales des risques, alors ce qu'on appelle communément les perceptions des risques par les populations ou le grand public d'un point de vue général, y compris les gestionnaires dans cette perception. Et donc, l'approche, elle est relativement singulière, ce qui est aussi à l'origine de l'interdisciplinarité qui caractérise l'observatoire. Et derrière, on essaie d'avoir une observation de ces dynamiques physiques et humaines, à la fois en ayant des questionnements, on va dire, académiques, donc plus recherche, et opérationnels, notamment en réponse à des demandes qui sont faites de la part de l'État. Un des rapports sur lesquels on s'appuie pour la mise en place de cet observatoire, c'est le rapport Buchon. Et donc, du coup, ça nous amène à faire de la co-construction, c'est-à-dire pas simplement de l'observation, de la construction d'observatoires et de séries d'observations uniquement, on va dire, du point de vue de la recherche, mais aussi avec les acteurs du territoire. Donc, on travaille beaucoup avec les collectivités, les services de l'État, voire des associations ou des organismes nationaux notamment. L'idée derrière,
parce que l'on a aussi cette expérience sur la gestion des risques côtiers, eh bien, c'est de voir de quelle manière, en tout cas, on peut apporter une aide à la décision en suivant cette vulnérabilité au risque côtier, et donc, dans ce cadre-là, d'essayer d'accompagner les territoires sur leur stratégie d'adaptation à ces risques côtiers. Les approches et les motivations. Alors, elles sont relativement nombreuses, c'est-à-dire que l'on a un certain nombre de constats qui sont réalisés sur le littoral, en particulier sur la Bretagne, où l'on dispose d'un certain nombre d'informations relatives aux conséquences, on va dire, des aléas érosion et submersion marine qui peuvent s'y produire. On peut y rajouter aussi la migration dunaire, alors qui ne concerne plus trop le territoire actuellement, mais qui a pu le concerner dans les périodes historiques. Et quand on fait le bilan sur une période relativement longue qui va ici du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, eh bien, on voit cette croissance continue et exponentielle de ces impacts sur des enjeux exposés sur le littoral qui n'a cessé donc de croître au cours du temps. On a une base de données, par exemple, de plus de 8000 impacts qui ont pu être inventoriés, alors, en lien avec l'érosion, la submersion ou la migration dunaire, comme je le disais tout à l'heure. Ça a fait l'objet d'une publication qui est indiquée ici. La deuxième comment dire, motivation derrière cet aspect, au-delà même du constat, eh bien, c'est aussi le fait de voir qu'on a des projets de recherche qui ont permis l'amélioration de la connaissance des risques côtiers, d'érosion et de submersion, et qui ont permis de montrer aussi qu'en dehors d'une approche systémique, c'est-à-dire qui croise l'intégralité des différentes composantes de la vulnérabilité, eh bien, en fait, on n'arrive pas à aboutir à une gestion, des stratégies de gestion qui soient cohérentes. Et donc, cette approche systémique, en fait, elle essaie bien de prendre en considération, évidemment, le risque en décrivant ce qui est l'aléa, soit d'érosion, soit de submersion, et aussi, bien entendu, les enjeux qui sont exposés. Et puis, elle intègre donc deux autres composantes qui sont donc la gestion, la manière par laquelle, finalement, on gère ces risques côtiers, et puis tout ce qui est représentation sociale de ces risques côtiers. Donc, les quatre composantes sont absolument nécessaires. Elles permettent en tout cas d'entrevoir ce que l'on entend par vulnérabilité globale, c'est-à-dire cette capacité de réponse de la société aux crises potentielles. Donc, c'est des réponses qui se font en termes d'adaptation, ce que l'on appelle, de ce que l'on appelle aussi la résilience, par exemple, de ces territoires. Donc, sur cette base, en tout cas, eh bien, on a construit un certain nombre d'outils qui permettent de faire des diagnostics, mais simplement, on s'aperçoit que de faire un diagnostic à un instant T de la vulnérabilité des territoires côtiers, ça ne suffit pas. Et en fait, ce que l'on observe, c'est que chaque composante, finalement, dans cette vulnérabilité est dynamique, elle évolue dans le temps. Et donc, évidemment, il faut comprendre ces dynamiques, comprendre ces évolutions qui se font à court terme comme à long terme, évidemment, pour comprendre cette vulnérabilité et la trajectoire suivie par les territoires par rapport à cette vulnérabilité. Juste une photo ici pour illustrer un peu le propos, c'est cette image de Tréfiagat, la dune de Lehan à Tréfiagat, sur laquelle, eh bien, évidemment, des problèmes sont posés, ne serait-ce que par le fait d'avoir des maisons directement en arrière d'un cordon littoral qui a été comment dire, très largement empiété par l'érosion littorale, alors aidé par l'homme aussi, qui a puisé dans les stocks sableux d'arrière-dune à différentes époques en tout cas, et dans un contexte de bilan sédimentaire déficitaire pour ce qui est de l'actuel. Et donc ici, cette gestion de l'érosion, elle se fait ou elle s'est faite à coup de remblais, d'enrochement, de pieux hydrauliques, de rechargement de plages et de confortement dunaire, qui de toute façon aboutissent toujours à la même vulnérabilité du territoire situé directement en arrière. Il n'y a pas de solution qui ont été trouvées en tout cas pour diminuer la vulnérabilité de ce territoire qui est une zone dépressionnaire en arrière du cordon littoral. Alors, pour ce qui est de chacune de ces composantes, évidemment, on peut regarder cette évolution qui se fait au cours du temps, ne serait-ce que par les aléas. On sait tous qu'il existe des périodes qui sont plus ou moins tempétueuses, des périodes qui sont plus ou moins contraintes par les aléas d'érosion et de submersion. Je crois que la dernière période qu'on a tous en tête, c'est l'hiver 2013-2014. Et quand on regarde dans le passé, évidemment, on retrouve ces périodes un petit peu énervées des conditions météo-océaniques, ou même quelquefois donc, de ces conditions dans lesquelles l'homme a un petit peu forcé la nature.
Et on voit cette évolution qui est donnée à travers ces deux graphiques ici, que je ne vais pas détailler, mais qui donnent une idée en tout cas de ces périodes plus ou moins tempétueuses, ou en tout cas riches en aléas d'érosion et de submersion, et comment dire, avec des magnitudes de ces aléas qui peuvent être très différentes d'une période à l'autre. Et puis, non seulement il y a la variabilité temporelle, mais on sait tous aussi que ces événements météo marins, par exemple, peuvent avoir des impacts sur des façades plus ou moins différentes en fonction de leur origine. Sur le territoire breton, par exemple, vous en avez quelques exemples ici de tempêtes dites historiques qui ont pu marquer les esprits et en tout cas qui sont bien relatées dans les archives et qui démontrent en tout cas cette différenciation qui peut exister d'une tempête à une autre dans ce cadre-là. Pour les enjeux, on sait tous aussi qu'il y a cette dynamique un peu particulière de littoralisation, donc des territoires côtiers pour différentes raisons, pour les aménités, tout comme pour tout ce qui relève de l'économie, bien entendu. Avec un exemple ici de l'île de Sein et du bourg de l'île de Sein, alors qui est un exemple parmi d'autres, mais qu'on retrouverait sur différents territoires, d'extension de l'urbanisation, du village principal en tout cas, dans des zones qui sont de plus en plus proches, on va dire, alors c'est déjà très proche de la mer, à l'île de Sein bien entendu, mais de plus en plus proches de secteurs qui peuvent être relativement dangereux, on va dire par exemple la zone du Laine, à l'île de Sein ici. Je ne sais pas si ma souris se voit sur l'écran, mais en tout cas voilà, dans ce secteur. Et puis évidemment, il y a là des phases d'accélération, des phases de stagnation ou de régression aussi qui peuvent se faire sur ces modes d'occupation du territoire, en tout cas, en fonction de modes, en fonction de besoins qui peuvent exister, bien entendu, sur le littoral. Avec des variations que l'on voit aussi à travers les impacts sur des aléas érosion et submersion sur les enjeux qui sont représentés ici à travers cette carte, donc de ce qui est affecté, alors par grande catégorie, le bâti, les parcelles agricoles, les enjeux humains sont très peu représentés sur la région Bretagne, tout ce qui est littoral naturel et tout ce qui est ouvrage aussi. Alors, pour ce qui est du littoral naturel, c'est pas du risque, c'est de l'aléa simplement, du phénomène de la nature, mais enfin, il est noté ici. Et ces évolutions qui montrent dans ce graphique en bas à droite ici, eh bien, cette tendance, l'échelle est logarithmique ici, cette tendance à l'augmentation de ces enjeux impactés au cours du temps, bien entendu. Pour la gestion, de la même manière, on voit aussi ces différentes adaptations des territoires à ce qui est contraint, soit par des législations, soit par des obligations de se défendre, en tout cas de se défendre contre l'érosion et la submersion. Il y a un certain nombre de modifications qui apparaissent sur le territoire, puis aussi des permanences en termes de volonté, par exemple, de défendre ces territoires, et ceci en réponse à diverses contraintes naturelles et législatives, bien entendu, avec cet exemple qui est donné ici pour ce qui est de Combry-Tiltudy, dans le sud du Finistère, et puis au niveau national, ce qui est programmé par les lois ou les réglementations qui existent au cours du temps, avec pour les dernières, en tout cas, par exemple, toute la GEMAPI qui s'est mise en place au cours de ces dernières années. Je ne rentre pas dans les détails, bien entendu, ce n'est pas l'objet ici. Et enfin, pour la quatrième composante de cette vulnérabilité, là aussi beaucoup de dynamisme, puisque l'on a au cours du temps, évidemment, une variabilité des pensées, une variabilité de la conscience des risques aussi, et puis quelque chose qui est très variable, non pas forcément uniquement dans un territoire donné, mais aussi selon des individus, selon des groupes sociaux. C'est un petit peu c'est pas un petit peu, c'est ceux qu'étudient en particulier les psychologues de l'environnement, qui sont donc attachés à la compréhension de ces évolutions. On sait tous que au cours du 19e est venue s'instaurer l'idée que les littoraux étaient plutôt bénéfiques, alors qu'auparavant, ils avaient une mauvaise image de marque, on va dire. Donc voilà, c'est les exemples que l'on peut donner d'évolution de ces composantes, en tout cas à travers le temps. Et c'est tout ce qui fait la variabilité, évidemment, de la vulnérabilité au cours du temps, et qui, évidemment, mérite qu'on s'y attarde et qu'on mette en place un certain nombre de moyens pour pouvoir suivre les trajectoires suivies par cette vulnérabilité au cours du temps. Donc ici, le principe, c'est d'essayer de comprendre ces dispositifs, en tout cas d'évolution de la vulnérabilité. Et donc, ça nécessite en tout cas de connaître chacune des évolutions de ces composantes, les interrelations qui peuvent exister entre elles aussi,
Et pour essayer de les suivre, eh bien, ça suppose d'essayer de mesurer chacune de ces composantes sur un ou des territoires au cours du temps. Et donc, à partir de là, eh bien, on a décidé, en tout cas, dans le projet initial de cet observatoire, qui s'appelait aussi OSIRISC, de mettre en œuvre ce suivi diachronique des 4 composantes de la vulnérabilité, avec le concept qui est présenté ici, c'est-à-dire la manière par laquelle, eh bien, on peut mesurer chacune de ces composantes. C'est très théorique comme façon d'envisager les choses. Donc, la variabilité individuelle de chacune d'entre elles qui donne lieu à une variabilité de la vulnérabilité que j'appelle ici systémique, mais qui est la même chose que la vulnérabilité globale, évidemment, décrite précédemment. Alors, suivre à long terme les évolutions de la vulnérabilité globale, c'est facile, entre guillemets, de le dire quand il s'agit de suivre les aléas et d'une manière générale, suivre les dynamiques côtières. On a les outils et les métriques qu'il faut pour faire cette mesure, tout ce qui relève du suivi sur le littoral, du trait de côte, de sa position et de son évolution, tout ce qui est suivi topobathymétrique qui peuvent être réalisés par différents types d'outils. C'est un petit peu plus délicat lorsqu'il s'agit de mettre en place des moyens de suivre les enjeux, la gestion et les représentations. Et en fait, la manière par laquelle on a proposé de travailler, eh bien, c'est de mettre en place à partir de mesures ou en tout cas de valeurs que l'on allait collecter sur chacune des composantes, et bien de passer par un certain nombre d'indicateurs qui sont en fait une façon de représenter une information, soit à partir de métriques, enfin généralement à partir de métriques, soit à partir de données qualitatives, mais qui donnent tout lieu à un format final qui est toujours coté de la même manière. Je vais m'expliquer plus loin de ces éléments, par rapport à ces éléments. Et donc, ce sont des indicateurs que l'on a voulu un peu, qui soient valables partout, que l'on puisse appliquer sur n'importe quel territoire. Et puis, bien entendu, sont venues des questions de type quels territoires seront concernés. Est-ce qu'on parle de communes, de territoires administratifs, de communautés de communes, ou bien de travaux menés dans le cadre des cellules hydrosédimentaires? Quelle fréquence d'observation, quelle granularité aussi pour toutes ces données que l'on allait obtenir, ce qui nous a fait passer d'ailleurs par un certain nombre de façons de représenter ces données sous la forme de maillage en particulier. Le deuxième élément que l'on voulait par rapport à ces suivis que l'on voulait instaurer, c'était d'associer les territoires, les élus et les gestionnaires dans notre démarche d'observation. Tout simplement parce que l'idée, je le rappelle, c'était d'avoir aussi des outils d'aide à la décision. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, on s'attache en tout cas à co-construire avec les gestionnaires, praticiens et les collectivités locales ou les services de l'État, les outils, c'est-à-dire les indicateurs que l'on peut mettre en place, y compris la synthèse que l'on peut faire de ces indicateurs sous la forme d'indices, et en particulier d'un indice de vulnérabilité. Donc, il s'agit bien de répondre à ces problèmes scientifiques, en tout cas, et à une demande sociétale que l'on peut avoir par rapport à la gestion de ces territoires côtiers vis-à-vis des risques. Alors, la méthode, sans rentrer dans tous les détails qui sont donnés sur cette diapositive, ça a été de construire un certain nombre d'indicateurs qui sont basés sur ce que l'on peut recueillir en termes de mesures ou d'enquêtes auprès des personnes que l'on va interroger, de recensement de population, de données déjà existantes, données par l'INSEE par exemple. Toutes ces informations en fait sont recueillies sous la forme de variables qui elles-mêmes vont donner lieu à la création d'un indicateur. Par exemple, pour l'aléa, c'est le volume érodé par kilomètre de côte. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. La part de personnes vulnérables, par exemple, pour les enjeux. Et l'ensemble des indicateurs par composante donne lieu à la création d'un indice, donc un indice d'aléa, un indice des enjeux, un indice de gestion et un indice de représentation pour avoir au final une combinaison qui aboutit à la vulnérabilité systémique, donc cet indice de vulnérabilité systémique. Les indicateurs ont été d'abord proposés par l'équipe de chercheurs, ils ont été passés à différents filtres, notamment celui des gestionnaires, qui fait qu'au démarrage, on avait une quantité impressionnante d'indicateurs qui s'est réduite au fur et à mesure, qui ont été retenus pour cette observation. Et à partir de là, évidemment, il y a des agrégations qui permettent d'avoir des indices et
donc d'avoir ces suivis de trajectoires qui peuvent être faits. Les indicateurs ont été évalués, ils ont été calibrés selon un certain nombre de critères. En tout cas, ils sont tous classifiés en 5 classes, hein, de toute façon, avec des seuillages et des tests sur le terrain qui ont été réalisés. Et leur qualification, elle est surtout liée à la faisabilité de la mesure ou de la collecte de l'information, la fiabilité et la reproductibilité, ainsi que la pertinence, hein, de ces indicateurs. Donc voilà un petit peu pour détailler les éléments qui nous ont amenés à ces indicateurs et ces indices. Une fois réalisés et que les tris ont été effectués, eh bien, on aboutit à un certain nombre d'indicateurs dans chaque composante, et ceux-ci sont traduits à travers une cartographie de type WebSig sous la forme spatiale, c'est-à-dire leur représentation cartographique, en tout cas, qui est fournie pour pouvoir observer, en tout cas voir concrètement ce que ça représente. Chacun de ces indicateurs est représenté dans une maille de 200 par 200 mètres, c'est-à-dire le maillage de l'INSEE, en fait, hein, qui est pris en considération, ce qui n'est pas toujours satisfaisant pour un certain nombre d'indicateurs, notamment pour l'aléa, par exemple, ça ne colle pas bien, mais ce sont des réflexions que l'on a actuellement, hein, sur la manière de représenter ces informations. Mais peu importe, en tout cas, l'idée, c'était d'avoir pour un maillage, une maille de ce territoire littoral, une information qui soit à la fois sur les 4 composantes pour comprendre les indicateurs, enfin pour comprendre la vulnérabilité au final. Donc voilà ce que donne l'outil OSI, hein, qui a été développé donc, par l'équipe pour ce qui est de la représentation à la fois des aléas, des enjeux et puis de la vulnérabilité qui peut être présentée de cette manière-là. Donc ce sont des outils qui sont qui fournissent l'information pour un décideur qui aurait besoin d'avoir une vision synthétique, en tout cas de son territoire en termes de vulnérabilité, ou sur l'une des composantes particulières sur laquelle il souhaiterait agir à un moment donné. La démarche, donc on l'a dit, elle est collaborative, enfin elle voulait travailler avec les gestionnaires, et ceci a plutôt bien fonctionné puisque l'on a un certain nombre de partenariats qui se sont tissés, hein, au fur et à mesure dans le temps, notamment grâce à un partenariat avec le CD29, donc le département du Finistère, hein, dans lequel eh bien, ce partenariat intitulé OSIRISC Littorisque, pour ce qui est de l'observatoire départemental, et l'ITORISC, pour ce qui est de la convention, en tout cas, permet d'accélérer un petit peu les échanges que l'on peut avoir avec les communautés de communes. Vous avez ici, hein, celles qui sont présentes, en tout cas, dans ce partenariat actuellement. Alors, le partenariat, il date de 2019, hein, ce qui veut dire qu'on a eu pas mal d'adhésions à ce partenariat au cours de ces 2-3 dernières années. On a aussi des liens qui se font au niveau régional, évidemment, et puis au niveau national, avec une adhésion de cet observatoire OSIRISC au réseau national des observatoires du trait de côte. Donc voilà, puis bien entendu, il y a de l'alimentation qui se fait aussi avec les sites ateliers d'Inalit, notamment, et puis des programmes qui se sont greffés sur cet observatoire, notamment l'ANR France-Québec, Haricot, que j'ai oublié de citer ici, et le projet Interreg AGO, en particulier. Donc l'idée, c'était d'avoir un observatoire sur les 4 composantes, et on voit qu'on aboutit à une approche intégrée, en tout cas, qui permet de naviguer dans la vulnérabilité, qui permet d'analyser les facteurs, les déterminants, qui permet aussi de sortir, d'un point de vue général, de la vision aléa-centrée un petit peu trop présente dans la gestion des risques. Il n'y a pas que l'aléa qui fait le risque, hein, le reste est aussi important, et la vulnérabilité découle bien des 4 composantes que l'on a citées. Donc, c'est une approche qui permet d'identifier ces leviers sur lesquels on peut jouer, ou un gestionnaire en tout cas peut jouer en termes de stratégie de gestion de ces risques côtiers. Donc l'approche est plutôt innovante, en tout cas elle est vue comme ça à l'extérieur, avec un modèle qui est original ici et qui est transposable. On a travaillé sur la région Bretagne, mais il est transposable par ailleurs. Et donc ça permet d'analyser les interactions entre ces dynamiques physiques et sociétales qui façonnent donc les territoires littoraux. Alors, de ce point de vue-là, eh bien, on a des besoins qui ont été exprimés en termes de formation, notamment de la part des gestionnaires avec qui on travaille. Et pour nous, c'était important aussi de pouvoir le faire, en tout cas, avec cette idée de l'observation collaborative que l'on essaie de mettre en place au cours des échanges que l'on a avec les gestionnaires,
Et l'idée, c'était d'une part de sensibiliser les élus et les gestionnaires à l'intérêt de faire des diagnostics et donc de suivre aussi les trajectoires de vulnérabilité de leur territoire. Et puis le deuxième point, c'était aussi de les former pour répondre aux besoins en observation régionale et donc accroître les compétences locales de manière à couvrir un territoire plus largement que ce que peut faire finalement un observatoire scientifique. Et donc pour ça, on a plusieurs dispositifs qui sont mis en place, en particulier des journées de formation que l'on fait à destination des collectivités et des services de l'État, des ateliers de terrain, donc avec des élus et des gestionnaires, des séminaires scientifiques et avec des gestionnaires, et puis la participation aussi des élus et des gestionnaires à nos projets de recherche, alors soit sous la forme de participation au COPIL, par exemple, ou sous la forme de territoires que l'on désigne comme étant des territoires ateliers, par exemple. Puis un autre vecteur, en tout cas, de formation, c'est les ateliers d'étudiants, notamment du master EGEL, qui se font dans les territoires sur lesquels on travaille. Donc voilà, donc ça, c'est véritablement une compétence de l'université. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'il en est à ce niveau, mais on sait faire de la formation initiale, de la formation avancée, de la formation continue, en s'appuyant sur la recherche et par la recherche. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on essaie de transmettre, en tout cas d'utiliser, et qu'on décline donc dans l'Observatoire régional aux IRISC, en tout cas, pour avoir donc cette formation que l'on peut faire auprès des professionnels, des gestionnaires et de ceux qui sont impliqués dans cette gestion des risques côtiers. On essaie aussi de formaliser un certain nombre de concepts à travers, par exemple, la matérialisation de problématiques ou de complexité de la gestion des territoires côtiers sur des synthèses qui peuvent être faites sur des territoires fictifs en particulier. Alors, je pense ici à quelque chose qui s'appelle Plonévé-les-Flots, qui a été développé par Catherine Meurferec et Yann Rabuteau, et qui est au sein d'une commune et qui est en train de devenir un système qui est développé désormais sur une communauté de communes en intégrant toutes les législations, toute la complication des politiques publiques, en tout cas, qui peut exister depuis l'échelle européenne jusqu'au niveau local en particulier, en termes d'application de ces réglementations. On essaie aussi de former techniquement un certain nombre de besoins en observation et on s'est aperçu que ce qui manquait le plus, finalement, ce sont les aléas, c'est-à-dire le suivi des aléas. C'est là où techniquement on a besoin de former les gestionnaires pour la mesure de terrain, pour acquérir en tout cas un certain nombre d'informations qui sont difficiles à collecter dès lors qu'un événement météo marin majeur, par exemple, va couvrir l'ensemble de la région. On pourra avoir quelques échantillons d'observation, mais pas l'intégralité de ce qui se passe dans une région. Donc dans ce cadre-là, évidemment, on forme les gestionnaires à la collecte de cette information. Bon, ça ne veut pas dire que pour autant, on ne forme pas aussi sur le moissonnage de bases de données en termes d'enjeux et de gestion. Et puis tout ce qui est représentation sociale et sciences cognitives relève d'un domaine qui est un petit peu plus compliqué à mettre en place et à faire déborder de la sphère scientifique en tout cas, mais que l'on essaie aussi de partager dans ce sens avec les gestions. Donc là-dessus, ça amène à un certain nombre de techniques qui sont mises au point au sein de l'IEM, notamment le déploiement du réseau DGPS Bakou Centipède, qui permet à tout un chacun, avec de très faibles coûts en tout cas, de s'équiper en outils d'observation, tout en ayant derrière l'idée que l'on continue, bien entendu, les observations qui sont déjà faites sur les terrains qui sont suivis dans le cadre de l'ODC, notamment de Dinalit, bien entendu. Alors, ces journées de formation, juste quelques exemples qui vous sont donnés ici. Depuis 2018, on en a fait 4 ou 5, peut-être un peu plus, même 6, je crois, sur les risques côtiers, sur les concepts, sur le suivi des évolutions du trait de côte, sur des formations spécifiques que l'on a pu faire pour la vulnérabilité des routes côtières, notamment dans le département du Finistère, tout ce qui est mis en œuvre de la GEMAPI. Puis au printemps dernier, c'était une formation sur les cellules hydrosédimentaires qui avait été proposée tout en ayant en plus une formation technique à la photogrammétrie et à l'utilisation du DGPS Centipède. Donc voilà, pour vous donner un petit peu un inventaire de ce que l'on fait. Puis on a un certain nombre de ressources pédagogiques aussi qui sont produites dans le cadre de cet observatoire, sur les concepts fondamentaux, sur les méthodes de diagnostic, par exemple, ou sur les exemples d'application à la gestion des risques côtiers.
des restitutions relatives aussi aux résultats obtenus en termes de suivi, suivi de trajectoire ou suivi de composants particulièrement, ceci notamment sur les territoires pilotes qui avaient servi pour le développement d'Osiris au départ. Et puis un certain nombre de tutoriels aussi qui sont mis à disposition pour l'utilisation notamment du WebSig OSI notamment, et la compréhension des indicateurs et des indices qui sont utilisés dans cet outil. On a aussi un certain nombre de formations en ligne qui peuvent être proposées. Alors, l'expérience, elle date du MOOC Florisco, donc, que l'on avait fait à l'issue du projet de recherche Cocorico, l'ANR Cocorico, en 2016, qui a eu 3 versions successives qui ont été réalisées, une version en France, une version québécoise et une version en Afrique de l'Ouest. Et puis, elle méritait d'être remise au goût du jour, on va dire, avec un certain nombre d'éléments qui sont arrivés entre cette édition et la période actuelle. Et donc, depuis l'an dernier, on travaille sur sa mise à jour avec la création de ce SPOC maintenant, et non plus MOOC comme auparavant, Florisco 4, qui a été financé par ISBlue d'ailleurs, et qui amène donc à cette mise à jour complète. C'est carrément une refonte intégrale de ce qui avait été fait dans le MOOC Florisco. C'est une formation que l'on destine aux élus et aux gestionnaires des territoires côtiers et que l'on sait pouvoir reverser dans la formation ensuite au niveau de l'IEM, notamment pour les masters EGEM, mais pas uniquement. C'est quelque chose que l'on avait soutenu dès le démarrage de cette opération. Donc, je vous parlais des ateliers tutorés d'étudiants du master expertise et gestion des environnements littoraux, donc à l'IEM. On a eu plusieurs ateliers qui se sont produits au cours de ces dernières années. Plouinec, tout d'abord, Plouguerneau l'an dernier, et cette année, les participants à un des ateliers du master, en tout cas, travaillent sur la commune de Goulvin et de Tréflès, toujours dans le même cadre, celui du partenariat littorisque, avec cette idée de voir de quelle manière, en tout cas, eh bien, ils peuvent apporter, dans le cadre de leur atelier, une aide à la gestion ou à l'organisation d'une stratégie de gestion dans des risques côtiers sur ces territoires. Donc voilà, donc ce sont des aventures qui commencent avec les ateliers de master et qui se poursuivent souvent avec des échanges que l'on a toujours avec les communes qui ont pu être, communes ou communautés de communes qui ont pu être le sujet de leur travail. Alors, il y a un point d'entrée général pour toutes ces propositions, tous ces éléments que j'ai un petit peu montrés ici. C'est le site Risque Côtier, donc, sur lequel vous allez trouver tous les concepts, tous les outils aussi que l'on développe, les projets sur lesquels on est engagé, les formations et évidemment les données aussi que l'on produit dans ce cadre-là. Donc, l'adresse vous est donnée ici, c'est un site côtier, un site Internet, qui est géré en particulier par Manuel Philippe, qui assiste aujourd'hui à la présentation, et dans laquelle, évidemment, il y a une mise à jour régulière, en tout cas, des informations que l'on peut avoir. Donc ici, eh bien, ce site a pour vocation, c'est peut-être pas tout à fait le cas encore, de mettre à disposition des données d'observation. Donc, on utilise beaucoup l'infrastructure de données géographiques, d'IGEO en particulier, pour mettre ces informations à disposition. Des outils vont être interfacés avec le site Risque Côtier, qui sont des outils pour montrer un certain nombre de mesures qui sont réalisées, notamment sur les évolutions du trait de côte, par exemple, à travers l'outil MapDoc qui est en cours de refonte actuellement, qui permet, comme c'est montré ici sur le graphique, sur l'image, d'avoir les positionnements diachroniques des traits de côte et de mesurer les évolutions qui se produisent à tel ou tel endroit, et surtout de disposer aussi de bilans sédimentaires pour un lieu donné, par exemple. Donc ça, c'est Serge Suanez en particulier qui se préoccupe de cette partie un peu particulière de la formation. Et puis, évidemment, l'ensemble de l'information est aussi donné à travers l'interface WebSig OSI dont j'ai parlé précédemment, pour avoir donc une information sur les territoires en termes de composantes, mais aussi en termes d'indicateurs et d'indices de vulnérabilité pour ces territoires.
Donc voilà, je vais conclure par rapport à ce que je voulais raconter sur cet observatoire. Donc ici, on est bien sur un observatoire qui analyse les 4 composantes qui ont été citées, hein, de la vulnérabilité globale des territoires littoraux, c'est-à-dire les aléas, les enjeux, la gestion et les représentations. Et donc, il suit en tout cas enfin, des composantes qui sont suivies, hein, au cours du temps, avec des fréquences qui sont relativement différentes d'une composante à l'autre. Mais ce que l'on a derrière, eh bien, c'est que l'on a mis au point, en tout cas, une méthode qui permet d'améliorer la connaissance, hein, de toutes ces dimensions des risques, et pas uniquement celle des aléas, qui est trop souvent celle sur laquelle on insiste en termes de gestion des risques. Donc, c'est selon nous, en tout cas, c'est une certaine forme de réponse à la demande sociétale de compréhension de ces risques côtiers. Ça permet en tout cas de poser à différents moments des diagnostics de vulnérabilité et aussi de suivre, hein, donc, cette évolution dans le temps, savoir s'il y a une croissance de la vulnérabilité, si on est plutôt sur un système où il y a stagnation ou voire une réduction, ce qui permet aussi d'évaluer les stratégies que l'on a engagées en termes de gestion de ces risques côtiers. Et donc, évidemment, ça contribue normalement à aider à cette définition de stratégie de gestion de ces risques côtiers. C'est bien cet outil d'aide à la décision que l'on voulait mettre en place dans ce cadre-là. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, il est encore en cours d'évolution et bien entendu, on essaie d'améliorer toujours les outils. Hein. Mais enfin, il a au moins atteint un certain nombre d'objectifs que l'on s'était fixés. L'autre aspect, c'est que la méthode opérationnelle que l'on a mise en place, elle est originale et bien entendu, elle s'appuie ici sur cette co-construction, hein, à la fois des outils et des suivis que l'on a pu faire, le partage des données et des expériences que l'on peut avoir, et ceci entre les scientifiques, les élus et les gestionnaires. Donc ici, il y a un véritable accompagnement qui peut se faire entre scientifiques et techniques, un accompagnement scientifique, hein, qui peut se faire auprès des collectivités. Et de ce fait, les collectivités participent conjointement au suivi de leur territoire. C'est en train de se mettre en place, ce n'est pas totalement opérationnel encore. Ça demande du temps, ça demande de la formation, et ça contribue à l'élaboration des stratégies de gestion des risques, et puis surtout, ça alimente les questionnements et les objectifs scientifiques, ce qui est bien un bon retour finalement aussi de la part des gestionnaires vis-à-vis de la science. C'est une méthodologie et des outils qui sont transposables, et ça, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là, puisque ça veut dire que l'on peut utiliser ces méthodes, en tout cas, sur d'autres territoires que celui qui est visé par l'Observatoire OSIRISK, à savoir les territoires côtiers de la région Bretagne. On voit que c'est un modèle qui est pertinent, en tout cas, pour observer cette vulnérabilité. Et on a l'équivalent d'OSIRISK, hein, simplement sur le département du Finistère, en tout cas dans le cadre du partenariat Littorisque notamment. C'est aussi des méthodes et des outils qui vont être déployés à La Réunion, dans le cadre de l'Observatoire du littoral de La Réunion notamment, avec une participation de l'UBO et des équipes OSIRISK, en tout cas sur la transposition des indicateurs et du WebSig OSI. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, il va y avoir un certain nombre de questions qui vont se poser, des questions qui ne sont pas forcément celles que l'on se pose sur les littoraux régionaux, en tout cas. Par exemple, celles relatives au suivi de l'état des formes littorales construites, et notamment tout ce qui est suivi des récifs coralliens et de la production biodétritique qui en résulte, notamment, qui participe au bilan sédimentaire des accumulations littorales. Donc évidemment, ça amène à se poser un certain nombre de questions qui sont celles des suivis à long terme de composants, d'indicateurs et d'indices qui sont collectés aussi sur le littoral et le continuum ternaire au sein de l'IEM, au sein de l'observatoire de l'IEM, des paramètres physico-chimiques, des paramètres biologiques, qui ont du sens parce qu'ils sont aussi avec une représentation spatiale, une distribution spatiale de ces éléments-là en tout cas. Et donc, ça amène à se poser la question de savoir s'il n'est pas intéressant de réfléchir à de possibles transpositions de ces méthodes et de ces outils au sein de l'OSU-IEM, et peut-être que que le cadre du CPER GLAS, en tout cas, serait une bonne façon d'y réfléchir.